Voilà. Et il m'appartient de dire les quelques mots je dirais, de la fin avant de nous quitter. Euh, je dois me limiter à 2 minutes, ou 5 minutes, disons. Euh, bon, alors, je dirais que, premièrement, on a compris que universalité et singularité n'étaient pas opposées. Oui. Je m'arrête là, vous réfléchirez, hein, parce que vous pourrez repartir longtemps sur ce genre de débat. Alors, euh, Anne-Cécile Robert nous a dit que l'information n'était pas gratuite, et j'adhère totalement à ce point de vue, même si, dans certains contextes, la gratuité a du sens. Alors, l'EOP est fondé sur la gratuité, mais ne vit, bon, il est aidé, vous le savez, puisque dès l'ouverture, euh, Paul de Sinetti a rappelé que l'EOP avait, depuis 20 ans, le soutien de la culture, du GFLF, mais on ne vit pas que de l'aide du ministère de la Culture. Comme le monde diplomatique, l'EOP vit des adhérents. Hein. Oui, alors je vous invite à vous abonner, bien évidemment, au monde diplomatique. Pour ce qui me concerne, je me suis abonné en 1966. Ça va? Bon, quand je suis rentré à Sciences Po en 1966 et je suis abonné depuis cette époque-là au monde diplomatique. Bien, et je veux dire que le monde diplomatique a énormément contribué à mon éducation. Alors, pour ce qui concerne l'OP, je dirais l'OP a une vocation d'être un relais. Alors, on est un relais en termes de revue de presse, c'est-à-dire qu'une grande partie de notre activité, ça consiste à pister tous les articles de presse, pas forcément les documents scientifiques, mais les articles de presse qui parlent des questions linguistiques. C'est pour ça qu'on a une personne qui travaille à quart de temps à l'OEP depuis maintenant plus de 15 ans, hein, et qu'elle-même parle 5 langues. Elle est chargée du domaine international, quand moi, je suis plutôt chargé du domaine interne. Bon, et on renvoie, alors l'information que l'on donne, c'est pas d'abord on ne l'achète pas, mais on la relaie. Hein. Je suis parfois attaqué parce qu'on me dit, il y a une image qui est passée, hein, vous nous l'avez volée. Non, nous on a pris un article avec la photo qui l'accompagne et on renvoie immédiatement sur l'organe de presse qui en est la source. Donc on fait, nous, de la publicité gratuite pour tout ce qui concerne en fait les articles portant sur les questions de plurilinguisme et de diversité linguistique et culturelle. Bon, voilà, en gros, on fait œuvre de service public, mais c'est un service public citoyen et associatif. Voilà, donc vous avez compris l'invitation qui vous est donnée. Deuxième point, la qualité de ces 7e assises. Alors personnellement, c'est mes 7e, et je dois dire que je suis, je ne sais pas comment dire, mais enfin particulièrement impressionné par la teneur des débats qui ont eu lieu. Franchement, pour moi, c'est absolument extraordinaire. Je ne vais pas le justifier scientifiquement, je ne vais pas me lancer dans ce genre de discussion, même si c'est possible de le faire. Simplement, je vous exprime un sentiment d'énorme satisfaction par rapport à ce qui s'est dit. Et encore le plus fort là-dedans, c'est l'attitude même de vous-même, les participants qui étaient soit intervenants, soit simples participants, qui manifestaient quand même leur intérêt pour les sujets abordés et aussi qui ont manifesté leur science par la qualité des questions qui étaient posées. On a chaque fois dû interrompre les débats, mais si on ne l'avait pas fait, je dirais, on pouvait continuer pendant tout le week-end qui vient. Voilà, donc il y a un temps d'incubation maintenant, parce que je pense qu'avec tous les savoirs, toutes les réflexions qui ne sont pas que des savoirs, mais toutes les réflexions qui ont fusé, il faut un petit peu de temps pour digérer tout ça. Alors, on va vous aider à digérer tout ça, parce qu'on va essayer quand même, dans la mesure du possible, de donner le maximum d'écho à ce qui s'est fait.
Alors moi, pour l'instant, à l'heure qu'il est, je ne sais pas du tout ce qui a été réellement enregistré. Je verrai ce qui s'est réellement enregistré. J'espère que tout a été enregistré, au moins pour ce qui est de l'audio, hein. Peut-être pas la vidéo, mais en tout cas, si on a tout enregistré au niveau audio, ça serait formidable. Nous, on le publiera dans les meilleurs délais possibles. D'autre part, bien évidemment, tout ce travail-là a vocation à être publié. Comme vous le savez, bon, vous avez eu quelques ouvrages de la collection plurilinguisme, il y a plus de 30 bouquins actuellement, on doit être à 35 bouquins dans la collection plurilinguisme. Il va de soi que ces assises vont donner lieu à une publication en 1 ou 2 ou 3 volumes. Je ne sais pas encore, mais en toute façon, ça va être notre travail prioritaire dans l'année et qui vient, comme vous le savez, en général, la périodicité, c'est 3 ans. Je dis que la première année, c'est l'année de la digestion de ce qui s'est fait. Hein, il faut qu'on absorbe tout ce qui s'est dit, qu'on exploite ce qui s'est dit. Après, il y a encore une année pour concevoir un nouveau projet d'assises. Et puis la troisième année, c'est la réalisation du projet qui a été conçu avant. Donc je ne vous révélerai pas où auront lieu les 8e assises, mais il y en aura. Je peux vous la garantir. Et il n'est pas certain que ça se passe en Europe. Voilà, même si l'EOP s'appelle Observatoire européen du plurilinguisme, il est européen par son origine, mais il est monde par sa vocation. Et bon, il n'y a pas d'opposition ni rien du tout, mais même de complémentarité entre l'OEP et l'OPA, on travaille exactement sur les mêmes longueurs d'onde, puisqu'en plus, nous-mêmes, on était nous-mêmes dans la barque à la naissance même, comme pour le réseau Portland, etc. Alors, je termine encore, enfin, il y a encore un petit point. Bon, j'aurais aimé également faire une petite digression sur la question des emprunts, où il y a eu on n'a pas été totalement au fond du sujet. La question des emprunts linguistiques, c'est pas une question totalement mineure, hein, et moi, je vous dirais que tous les emprunts ne se valent pas, contrairement à ce que parfois j'ai entendu dire, comme si tous les emprunts étaient bons à prendre. Je vous donne simplement un exemple. Je l'écoutais l'autre jour, j'étais sur LCI, je crois, et à propos de la situation, il me semble que ça allait se passer du côté du détroit d'Ormuz ou quelque chose comme ça. Alors, le journaliste qui faisait un petit peu un rendu, un petit reportage, dit l'intelligence américaine dément certaines déclarations du président Trump. Bon, ok, très bien, très bien. Bon, alors là-dessus, vous faites le grand plongeon pour savoir exactement ce que ça voulait dire. Bon, bien sûr, on comprend quand même assez vite, on n'est quand même pas idiot, on sait qu'en anglais, intelligence, ça veut dire renseignement. Donc, il s'agissait du renseignement américain. Néanmoins, c'est pas complètement neutre quand même, hein. J'espère que c'était un accident, cet accident n'aura pas tendance à se multiplier. On a un site internet qui est un sous-site de l'EOP qui porte sur ces questions-là, hein, qui s'appelle le nouveau dictionnaire des anglicismes, et dans lequel on essaye de pister, de comprendre un petit peu les mécanismes de l'emprunt, hein, et comment un emprunt émergent, enfin un emprunt ou une utilisation émergente, disons, avant de devenir un véritable emprunt, comment ceci peut évoluer. Je ne donne pas plus d'exemples parce que je n'ai pas le temps, mais c'est quand même un sujet et il faut le raccorder à toute la notion de pouvoir qui a été très très présente dans la plupart de nos interventions. Les emprunts sont eux-mêmes sujets aux mêmes lois, à savoir de la relation asymétrique. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai encore à dire? Et puis, j'ai bientôt fini. Donc, voilà, un emprunt doit avoir une valeur ajoutée. Il n'y a pas toujours une valeur ajoutée dans l'emprunt. Parfois, c'est pas du tout, c'est un emprunt de pure substitution et qui, même dans ce cas-là, est un petit peu, je dirais, un peu négatif. Là, on crée de la confusion, on remplace de quelque chose qui est clair par quelque chose qui devient confus. Bon, voilà. Alors maintenant, j'ai fini. Hein, alors, je veux simplement, bon, bien sûr, remercier toute l'équipe de Paris 8. Hein. Alors, de Pascal Dubois qui a été, je dirais, notre introductrice à Paris 8 et qui a réuni autour d'elle, d'abord, qui a convaincu le président et le vice-président, Pierre Lafitte, etc., donc tout autour, et qui a fait cette chose tout à fait remarquable, qui est l'adhésion, en fait, de Paris 8 à notre projet. Hein. Et je voudrais remercier l'équipe des étudiants qui s'est mobilisée
hein, qui a assuré l'accueil, qui a été vraiment bon, je dirais, qui était omniprésente, hein, et complètement dévouée au projet.